Je vais plaire à tout le monde, ça plaira aux handicapés, aux gays, aux homophobes, à tout le monde. Je pense qu'à un moment donné, à vouloir aller trop et chercher la perfection, ça peut nous ralentir. J'ai la Decathlon 900, elle est formidable. C'est génial en fait, quand on fait du sport, on est en meilleure santé, donc on est plus heureux, donc c'est cool en fait. C'est quoi votre truc à vous que personne ne voit mais qui est pour vous une immense force? Regardez comme on est con. Le déroulé marketing était bon, mais l'idée originelle était nulle, donc ça foire. Tout mon cerveau fait « Ok, on a un sosie de François Civil, qu'est-ce qu'on fait ?» Toi, tu sais pas que je vais parce qu'au bout d'un moment, je vais faire bam bam. Mais c'est la folie! Ils sont nombreux. Cette peur de l'échec, est-ce que ça a été un moteur pour toi? Bonjour et bienvenue au podcast Ovation. Bonjour. Aujourd'hui, mais c'est la folie! Ils sont nombreux dans le studio. Aujourd'hui, on reçoit déjà Johan Mété. Bonjour. Donc, je te présente, Johan, pour ceux qui ne te connaissent pas. Donc, tu as fait l'Ultra Trail du Mont Blanc. Difficile à dire, Aujourd'hui, celui-là. c'est très C'est dur, compliqué. hein. Tu sais que Il y a moi, trop je de ne suis R. pas habitué à faire du sport. Je n'ai pas fait du sport depuis 1997. Donc, c'est très, très compliqué à moi à dire. Et ça se voit. Je te remercie. Alors, donc, tu as fait l'Ultra Trail du Mont Blanc. Et de cet Ultra Trail du Mont Blanc, ça a donné ton premier spectacle, qui a été un succès, qui s'appelle donc qui s'appelle La tragédie de Dossard 512. C'est un succès avec plus de 600 000 spectateurs, qui a fait un succès à Avignon. J'ai vu la première fois. Non, Je sais pas d'où tu sors ce j'ai chiffre. vu ça dans ton spectacle. Ah, dans le nouveau. Mais oui, ah, mais dans non, le mais je nouveau. balance T'as n'importe menti. quoi. Bah, j'ai fait plus de 1200 dates. Je pense qu'on est à plus de 600 000 spectateurs. Oui, donc ouais, c'est à peu près ça. Un peu plus de 600 000 spectateurs. Ça a été un Ouais, succès, un 600 000. très très gros succès. Tu as eu des Oui, articles oui, de oui. fou, dithyrambiques, un peu Ouais. partout. Et en plus de ça, bon, là on peut le dire, tu n'as pas eu de Molière et tu as eu un très mauvais article dans Télérama. Oui. Et tu en parles dans ton deuxième spectacle, on va en parler plus tard, qui s'appelle donc pour le deuxième spectacle L'ultime sabotage. Le sublime sabotage, c'est ça. Voilà, le sublime C'est sabotage. dur, hein, le ouais. français. Hein. Il y a des mots différents. C'est pour ça qu'il ne faut pas se concentrer sur ses notes, il faut plus aller dans l'impro. Et donc, tu Oui. traites de sujets variés tels que la peur de l'échec, le syndrome de l'imposteur, des Oui. sujets dont on va parler avec notre deuxième invité. Je te laisse te présenter. Bonjour Arnaud, bienvenue sur le podcast Ovation. Donc Arnaud, tu as un parcours plutôt dans le monde de l'entreprise. Tu es passé par Nestlé. Ensuite, tu travaillais chez Coca-Cola, plutôt côté consommateur, retail, sales. Et puis aujourd'hui, tu es chez Decathlon en tant que responsable marketing. Tu viens d'avoir un nouveau poste, si je dis pas de bêtises. Ouais, mon nouvel intitulé s'appelle Global Sports Marketing Leader. En Ok. vrai, je suis une sorte de directeur marketing qui Ok. s'occupe de tous les sports pour développer du contenu, diffuser tout ce qui va être nécessaire pour aider la pratique du sport un peu partout dans le monde. Ok, c'est du coup pas seulement en France, mais Non, également à à l'international. l'échelle Et mondiale. pas seulement sur une seule marque, mais sur un divers portefeuille de marques. La plupart des sports que Decathlon couvre, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup, quoi. Ouais. Là, on va parler aujourd'hui, là, je parlais justement de ton dernier spectacle où tu parles beaucoup de la peur de l'échec, aussi de la procrastination, aussi de comment se dépasser. Comme on a la chance d'avoir Decathlon avec nous, on va parler de dépassement de soi, de comment dépasser l'échec. On en a un peu parlé quand on a préparé l'émission au niveau de l'entreprise. On va parler aussi de sujets. Est-ce que toi, au niveau du sport, par rapport à ton premier spectacle, cette peur de l'échec, est-ce que ça a été un moteur pour toi, quelque chose qui t'a permis de te développer, ou au contraire quelque chose qui t'a un peu bloqué? Qu'est-ce qu'elle a été longue, cette question. Moi, la peur de l'échec, elle est plus inhibitrice que motrice, ouais. Ce qui me motive, c'est de faire mieux. C'est plutôt l'aspect compétitif, quoi. Voilà, moi, j'étais dans le sport avant. C'est toujours ce qui m'a excité, un nouveau challenge, etc. Et je sais que le nouveau spectacle, par exemple, le sublime sabotage, j'ai commencé à l'écrire en me disant, bon, allez, il y a le Dossard 512, ça a bien marché, je vais pas me reposer dessus. J'ai horreur de me reposer dessus. En fait, en même temps, ça fait 12 ans que je le joue. Mais je me suis dit, allez, je vais faire un nouveau spectacle. Et putain, cette fois, je vais tout niquer, quoi. Ce sera plus drôle, plus fort, plus puissant, plus intelligent, plus populaire en même temps, plus élitiste aussi. Je vais plaire à tout le monde. Ça plaira aux handicapés, aux gays, aux homophobes, à tout le monde. Et voilà, t'as un rêve de gloire idéale ou je sais pas quoi. Donc ça, c'est l'ego qui parle. Et c'est là où ça Et arrive. c'est là où tu te casses la gueule. Ouais. Et puis après, faut remonter. Mais la peur de l'échec, moi, elle me fait faire des conneries. Ouais.
Elle me fait m'oublier parfois, elle me fait aller chercher ailleurs ou regarder trop ce qu'il y a autour. Quand j'en parle en spectacle, c'est comme si tu disais, une boîte, par exemple, disant, on a une idée d'un produit, et au lieu de faire confiance dans ce qui t'a amené à créer ce produit, tu dis, les autres font quoi? Ah putain, ils font des pneus carrés. Bon, on va quand même les faire, les pneus carrés à notre bagnole. Mais non, on continue avec les pneus ronds. Tu vois. Ça se passe comment d'ailleurs quand tu... Est-ce que tu es déjà toi dans la team qui travaille autour des produits? Est-ce que tu travailles avec ces équipes-là? Quand lui il parle de préparer un spectacle, préparer un produit, c'est quelque chose dans lequel tu es impliqué? C'est quelque chose dans lequel tu viens après? Comment ça se passe un petit peu cet univers de préparation à ce niveau-là? Et est-ce que ça fait écho avec ce que Yohan disait juste avant? Ouais, c'est hyper intéressant ce qu'il disait. Il y a beaucoup de ponts et de similitudes entre le monde du sport et le monde de l'entreprise et le monde du théâtre, en tout cas. C'est marrant parce que la peur de l'échec, je pense qu'elle est beaucoup moins visible dans les entreprises. Elle est probablement aussi présente, peut-être même encore plus, mais ça ne se dit pas. Il y a une sorte de culte de la performance. Il faut toujours être en croissance, gagner des parts de marché, se dépasser, atteindre les limites. Et franchement, ça fait plus de 20 ans que je bosse. Rares sont les moments où j'ai vu quelqu'un venir me voir en disant voilà, on s'est planté. En fait, c'est tellement facile, en tout cas dans l'entreprise, de trouver. Il y a toujours un chiffre qui va bien. En fait, tout est rouge, tout est dégueulasse. Mais ça, là-dessus, on est quand même en croissance. Ouais. Et en fait, on va mettre l'emphase là-dessus. On n'a parlé que de ça. Parce que la personne qui bosse dans une entreprise, en fait, elle a aussi son enjeu à elle, enfin, son image, quoi. Donc, dire je me suis planté ou on s'est planté, en fait, peut-être que ça va faire foirer ma carrière par la suite. Donc, il y a une sorte de déni parce que l'entreprise, il y a du collectif et l'échec individuel versus la vie collective, c'est un peu compliqué. J'ai pas répondu à ta question en fait. C'était parfait, au contraire. Mais vas-y, termine. Non, parce que tu disais par rapport au développement du produit, en fait, le marketing arrive et avant et après. C'est-à-dire que mon enjeu, c'est de regarder les sportifs pour comprendre leurs besoins, conscients, inconscients, et se dire qu'est-ce qui leur manque pour qu'ils soient encore plus épanouis dans leur vie sportive. Et donc, je sais pas, moi, j'étais pas chez Decathlon à l'époque, mais j'imagine qu'il y a 20 ans, parce qu'on fête les 20 ans cette année de la fameuse tente 2 secondes de Quechua, là, qu'on lance en l'air et hop, elle se met. En fait, maintenant, c'est une sorte d'évidence pour tout le monde, mais il y a des gens qui ont observé des campeurs galérer à planter les sardines. Et ils se sont dit, c'est pas possible, on peut pas laisser les gens dans une telle galère. Donc, comment on fait? Donc, ils ont brainstormé pour trouver des solutions. Et puis, une fois qu'il y avait un plan qui a été fait, ils l'ont développé. Le marketing, il vient identifier les besoins. Ensuite, on passe le relais aux équipes de développement pour qu'on trouve des solutions. Et une fois que les solutions sont là, en fait, le marketing revient dans la danse pour les raconter, en fait, ces solutions-là. Communiquer, développer du contenu, le diffuser, expliquer à quel point la vie des campeurs va être changée grâce à cette fameuse tente de 2 secondes, tout comme tout le reste. Donc, c'est très amont et aval. Okay. Mais c'est comme un spectacle. Enfin, quand tu veux vraiment écrire un truc, que ce soit un spectacle ou un roman, où tu dis ça va être un peu utile, parce qu'on peut, parfois le spectacle, tu peux juste dire aussi je vais monter sur scène, les gens vont rigoler, voilà, peu importe ce que je raconte, mais moi il y a toujours des qu'est-ce que je vais raconter du monde ou de moi, parce que je pense que l'intime et la singularité, c'est ça qui fait l'universel. Et tu fais une phase d'observation. C'est quoi le besoin perso du moment? J'ai une copine, elle a traversé un burn-out, elle dit putain, mais ça c'est une expérience de vie, je vais en faire un spectacle, puis comique, tu vois. Donc tu fais ça, après tu as la phase de R&D, c'est comment je le traite, comment j'écris, qu'est-ce que j'écris dedans, et ensuite le storytelling. Nous on va sur scène, tu racontes, mais en plus tu vas faire la com en disant pourquoi ça va être intéressant de venir voir ce spectacle, parce que vous allez vous marrer pour ça, vous allez peut-être apprendre des trucs comme ça, donc c'est un peu la même chose en termes de recherche et développement. Ouais. Et justement, à travers ça, parce que est-ce que le sport, là, on parle aussi de sport, est-ce que... Elle est super. Alors, écoutez, j'ai la Decathlon 900 au poignet. Elle est formidable. Vraiment. On peut même changer le fond d'écran. Vous voyez, il y a une photo de ma fille en bonnet de bain. Decathlon d'ailleurs. Les lunettes aussi. Il a tout pris. Il a même. Et j'ai mes Evadict au pied. J'ai mon sac jaune. C'est incroyable. Est-ce que le sport, justement, parce qu'on parle aussi de sport avec Catherine, est-ce que le sport, le côté dépassement de soi, ça t'a permis dans ton travail en tant qu'auteur, en tant que travail, et aussi dans ta façon de travailler, de développer une certaine éthique personnelle, une ethos? Ouais,
Oui, moi, en fait, ce que j'aime, c'est ça. C'est donc sportif depuis tout petit. Je fais des sports co, le triathlon, après la course à pied. Mais j'ai été prof de PS avant, dans une autre vie. T'as été prof de PS? J'ai été prof de PS, ouais. Donc, comment on passe de prof de PS à humoriste? En faisant les deux pendant longtemps, dès le début, même un peu comme Bigard, hein. Ouais, il n'a pas été certifié CAPES, lui, je crois. Ah, attention. Mais oui, voilà, je faisais les deux. Et puis au bout d'un moment, tu fais il me faut du temps pour développer l'artistique. J'aime bien les gamins, mais le système commence à me casser les pieds. Bon, puis j'ai démissionné, quoi. Ouais, je comprends. Mais ouais, moi, j'adore. Je viens beaucoup de l'impro. Ouais. J'ai fait beaucoup d'impro ça se voit quand tu es sur scène, d'ailleurs. À Lille, voilà, la Ligue d'impro de Marc en Barœul. Et à Seclin, et à Aubourdin. Et c'est les ch'tis. Et donc, et pour moi, d'ailleurs, les Américains appellent ça le théâtre-sport, l'improvisation. Et pour moi, c'était vraiment ça. Déjà, je constatais ça quand je commençais à jouer des spectacles. Tu rentres sur scène et c'est le ring, ou l'arène, ou le terrain de hand. Et quand je donne des formations ou d'impro ou de clown, je leur dis, il y a un enjeu de vie ou de mort, comme quand on rentre sur un terrain de sport. Tu joues pas à moitié, quoi. Ouais. Et même quand je fais un Scrabble, j'adore le Scrabble, je supporte pas les gens qui disent « Ouais, bon, là, je te mets ça, on s'en fout qui va gagner. » Ah non! Parce que la compétition, elle te permet pas d'écraser l'autre, elle te permet, toi, de faire ton storytelling et d'être au maximum de tes compétences, de chercher. Et quand je mets un pied sur scène, je cherche ça. C'est pour ça que j'écris jamais complètement les spectacles, pour garder un peu le risque de l'accident. Donc, en semi-impro, mon entrée dans le nouveau spectacle, je rentre dans le public et je me mets en danger et j'adore ça. Alors, il y a toujours aussi, et vu que la peur de l'échec, elle peut être envahissante. Ah, bah totalement, oui. Mais c'est vivant. Sinon, je m'ennuie. Perfectionniste, est-ce que c'est justement. Parce que tu vois, t'es très perfectionniste. Ouais, ça, j'ai un perfectionnisme maladif qui est pas très productif. Ouais. Il inhibe. Et il fait que je vais pas fixer un truc qui après va me permettre de m'asseoir dessus. Et donc je vais mais j'aurais pu l'écrire différemment la phrase, donc je vais attendre, je vais en mettre une autre. Et puis ça, c'est pas un bon perfectionnisme. Ouais. Est-ce que toi tu penses que le perfectionnisme c'est un danger, pour que ce soit dans l'entreprise ou dans le travail? Est-ce que parce que tu parles de peur de l'échec justement. Ouais, danger, oui. Enfin. Est-ce que le perfectionnisme ça peut être l'ennemi aussi, le mieux est l'ennemi du bien, quoi. Ouais, je pense qu'à un moment donné, à vouloir aller trop haut et chercher la perfection, parfois ça peut nous ralentir. Ouais. J'écoutais pas plus tard qu'hier un podcast où j'entendais Mike Horn dire qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui attendent d'avoir 100% des réponses avant de se lancer à l'aventure. Il lui dit, arrêtez vos conneries. Et en gros, dès que vous avez 5, peut-être 10% maximum des réponses, allez-y. Puis le reste, vous le trouverez sur le chemin. Parce que si vous attendez 100%, en fait, vous ne vous lancerez jamais et puis vous ratez l'opportunité. Je pense que le perfectionnisme, c'est un petit peu ça. Mettre la barre trop haute, ça inhibe. Après, il faut quand même être ambitieux. Enfin, en fait, il y a une petite différence entre l'ambition et le perfectionnisme. Je pense que de l'ambition, il en faut. Enfin, je suis d'accord. Le côté compète, il faut mettre la barre haute pour tendre à plus que ce qu'on pouvait croire d'ailleurs. Parfois, on se rend compte que en fait on vaut mieux ou on peut mieux que ce qu'on croyait, donc faut se repousser. La perfection, à la rigueur, c'est même chiant en fait d'atteindre la perfection, c'est-à-dire qu'on n'a plus rien à faire après, donc faut pas, enfin ça va être une sorte de direction. C'était intéressant ce que disait Yann tout à l'heure, je trouve vraiment qu'il y a des similitudes de dingue entre la façon, enfin ce qu'il fait lui et ce qui se passe dans l'entreprise. Une des différences en revanche, je pense que c'est la notion de timing. Je vais leur faire sauter totalement leur fil directeur du. C'est pas grave. C'est moi qui et surtout oubliez-nous. Enfin, vous nous répondez à nos questions. Ouais. Nous, on peut sortir de la pièce. Allez. Déjà, on vous trouve pas très présent, donc ça va pas être compliqué. Mais dans l'absolu, n'hésitez pas à ne pas, enfin, être tous les deux entre vous. Je vais sortir. Ça, exactement. Enfin, ça fera quelque chose de plus sympa plutôt qu'on fasse un espèce de question-réponse. Nous, on rebondira au fil de l'eau, soit Tariq, soit moi. Mais en fait, je me disais en t'écoutant, enfin, toi, t'écris ton spectacle et puis tu le joues. En fait, il y a une notion de timing qui est différente que ce qu'on peut connaître dans une boîte, que ce soit Decathlon ou même avant Coca-Cola. Enfin, en fait, on a le développement d'un produit, ça prend des mois. Toi aussi, j'imagine. Ouais. Et une fois que le truc est parti, une fois qu'il est lancé, la fameuse 32 secondes, on l'a lancé telle qu'elle est. Et puis voilà, on en a produit plein, on les vend. Et puis, on les met en vente et puis on regarde si ça se vend ou pas. Mais on n'a pas ce côté réactif. J'imagine que toi, t'écris ton spectacle, t'as ta première. Il y a des trucs qui marchent de ouf, c'est super. Et puis, tu as des trucs qui tu réajustes, ouais. Ouais, tu peux réajuster. J'ai des copains, eux, ils écrivent le truc, surtout si c'est une pièce, en fait.
Mais même ça, tu réajustes tout le temps. Moi, je réajuste beaucoup. C'est genre, avant de lancer ma tente 2 secondes, et il y a l'arceau, il y a un montage de toile. Je dis, ça va être du nylon, ça va être du papier, du bambou, qu'est-ce que je vais foutre dessus? Puis je balance le concept, puis je regarde les gens, elle s'ouvre pas assez vite. Bon, alors je la récupère, je change les arceaux, je mets un système de... Et là, non, là, elle est moche. Bon, ok, je la reprends. Et vraiment, c'est ça, je teste en public beaucoup, parce que c'est un spectacle vivant, et j'en parlais l'autre jour avec un copain qui, lui, écrit des romans, et je lui dis, putain... Ouais, c'est mon fantasme depuis toujours d'écrire un roman, parce que d'être posé tout seul dans ta tête, sans le stress d'affronter le regard du public aussi, parce que ça peut être violent, et de balancer le machin, de rester à la campagne, d'écrire un autre truc, de regarder les mouettes, tu vois. Et lui me dit, non, mais moi, c'est l'enfer, parce que j'aimerais être avec les gens quand ils lisent mon roman, voir leurs émotions. Toi, tu profites des émotions, donc... Mais oui, c'est vrai que par rapport à un produit, une fois qu'elle est créée, la tente 2 secondes, je comprends. Tu parlais dans ton spectacle, à la fin du spectacle, que tu as été récemment papa. C'est une blague que tu as insérée dans ton spectacle ou c'est vraiment quelque chose que tu joues depuis 5 jours No spoil. Non, je suis papa depuis peu, mais pas depuis 4 jours. Ok. Mais il y a 5 ans, quand le spectacle a débuté... Alors par contre, il y a eu une phase où ça a collé avec la vérité, avec la réalité. Okay. D'accord. Mais là c'est l'idée de dire, c'est de se moquer des gens qui fabriquent de la fausse émotion pour choper le public, tu vois. Alors c'est un sujet très sympa parce qu'on peut mettre cette étiquette parfois sur le marketing en disant fabriquer de l'émotion chez les gens. Moi je trouve ça absolument génial comme en tout cas comme idée. C'est pas du tout à mon sens l'objectif du marketing, mais c'est quelque chose sur lequel vous allez vous travailler pour fabriquer de l'émotion, générer de l'émotion, de l'attachement. C'est quoi le processus de travail derrière, ou en tout cas ce qui va être recherché derrière ce travail-là? Véhiculer l'émotion, c'est le cœur du marketing. C'est pour ça souvent on me dit mais alors quelles sont les compétences qu'il faut En fait, c'est pas des compétences au sens connaissance, c'est beaucoup de bon sens en fait, c'est de la curiosité. En fait, il faut juste aimer les gens, s'intéresser à eux et déterminer quels sont les besoins, et puis ensuite trouver les bons mots pour expliquer ce qu'on veut faire. C'est aussi pour ça que parfois le marketing est un peu dévoyé parce que la finalité du produit, du service, en tout cas de l'initiative qui est créée, en vrai, les gens s'en foutent, quoi. En fait, s'il n'y a pas de sens, s'il n'y a pas de besoin qu'il soit conscient ou inconscient, en fait, ça ne fonctionne pas. Un de mes gros fails de ma carrière, c'est quand j'étais chez Coca-Cola. Je venais d'arriver, je gérais la marque Fanta. Et mon premier projet était de lancer un Fanta sans bulle. Alors que Fanta, c'est une boisson gazeuse. Et c'est dans son ADN, en fait. On aime, on n'aime pas. C'est une bonne trame de spectacle pour démarrer. Ouais, mais n'empêche, vas-y. Et on a développe, c'est bien. En fait, je suis arrivé, on m'a dit, voilà, Arnaud, on a un projet qui est déjà ébauché, ce serait cool que tu t'en empares, et puis tu le lances. Le lancement du Fanta sans bulle. Ça s'appelait Fanta Style. Style, qui veut dire plat en anglais. Oui. Et j'ai tout développé avec l'équipe de R&D. Ils ont fait un truc qui avait le même goût que le Fanta, mais sans les bulles. On a fait une nouvelle bouteille, l'étiquette. On a tout développé, on l'a lancé. Ça a été un four total. Parce qu'en fait, il n'y avait pas de besoin. En fait, pour les gens qui aiment Fanta, en fait, le côté pétillant est vital. Fanta, c'est forcément pétillant. Il fallait créer Fantastique, des petits bâtons. Au goût Fanta, et quand tu mets dans la bouche, ça pétille. Très bien. Ça y était parti. Attends, je note l'idée quelque part. Tu vas lui voler son job bientôt. Il faut déposer ça. Et en fait, est-ce qu'on a fait du mauvais boulot de marketing ? En vrai, je pense pas. Je pense que le déroulé marketing qui a été fait par moi et l'équipe était bon, mais l'idée originelle était nulle. Donc, ça foire. Donc, c'est pour ça que ça doit partir de ça. C'est pour ça que l'émotion, le sens, c'est au cœur de tout. Alors après, on peut avoir une super idée et l'expliquer de façon extrêmement maladroite, et les gens ne comprennent pas, et donc ça foire. Mais il faut qu'il y ait du bon sens. Et c'est pour ça que j'encourage les gens à sortir de leur bureau, aller voir, les équipes, à aller voir la vraie vie, en fait. Aller voir des gens comme je connais bien les équipes, je vais faire de la pub pour une autre boîte, mais Petzl, vous n'êtes pas concurrents en plus. Et Paul Petzl me disait, comment ça vous est venu là, l'idée du variateur. Un gars de l'équipe, parce que ils bossent ensemble, enfin tu vois, il y a une écoute, c'est du learning management, tout ça. Et il dit, il y en a un, il fait de la spéléo,
Puis un jour, il dit, putain, ça devient un casse-couille en spéléo, t'as la frontale, t'as le trou, tu relèves un peu, paf, il y a le mur, tu te prends tout dans la gueule. Et donc, t'as un ingénieur qui dit, Paul, j'ai une petite idée, là, si je mets cette puce-là, tu vois, pour faire varier l'intensité en fonction. Ah oui, et depuis ça, ils ont inondé le marché après avec là, je pense que ils ont revendu le brevet, enfin, je sais pas comment ça se passe, et c'est bien parce que ça vient vraiment du besoin, ça vient pas d'une idée théorique de comment on va relancer la boîte ou comment on va nouveau produit. Quelqu'un a une idée, tu vois, donc là c'est un va courir, alors qu'est-ce qui manque sur tes pompes? Des lacets. On va mettre des lacets, putain, oui. J'adore ça. On bosse avec nos athlètes en fait, on partenaire avec des athlètes. Une de nos athlètes assez connue entre elles, qui s'appelle Blandine Lirondelle, qui a été championne du monde, qui a fait 3e à l'UTMB justement l'été dernier. Oui. En fait, on discute, on échange énormément avec elle pour qu'elle nous fasse des retours d'expérience sur des prototypes qu'on lui passe ou simplement son besoin. Et juste avant l'UTMB de cet été-là, elle nous a dit qu'elle voulait, elle voulait trouver un moyen pour accrocher ses bâtons à son short. Et elle a eu une idée. Alors je ne vais pas rentrer dans le truc trop technique, mais elle a expliqué avec ses propres mots l'idée. Hop, on a filé ça à une prototypiste de l'équipe qui a dessiné, qui a fait un petit crowbar, qui lui a envoyé. Elle dit ouais, c'est à peu près ça, là, peut-être qu'il faudrait le mettre comme ci, comme ça. En 3 semaines, ils ont réussi à modifier le short avec lequel elle allait courir pour l'UTMB. Et au final, elle a couru l'UTMB avec ce short un peu prototypé, basé sur ce ressenti à elle. Vu que c'est une athlète de très haut niveau, elle est probablement beaucoup plus exigeante que tout le monde. Donc elle arrive un peu mieux à sentir les besoins, pas mieux, mais en tout cas en avance des autres. Mais elle a d'autres besoins. Elle peut avoir d'autres besoins. En l'occurrence, celui-ci, là, il était relativement commun. Et ce modèle-là, en fait, ça y est, il est sorti. Et je trouve ça génial, en fait, quand ça peut ruisseler. Bref. Ouais. Mais je demande à le tester, moi. Dès que ça ballotte un peu un endroit, dans les descentes, j'aime pas, parce que les bâtons, tu les recases là dans les descentes. Et je comprends son système. Et quand je l'ai vu, j'ai fait ah, mais oui. Par contre, il faut être sûr que ça ballotte pas. Parce que dès que ça ballotte, moi. Attention. Ça veut dire quoi, ça ballotte? On parle de quoi? On parle de Blandine Lirondelle. Non, ça ne ballotte pas chez Blandine. Mais c'est intéressant. Ou par exemple, Salomon qui développe des chaussures sur Kilian. Tu vois, Kilian Jornet, qui est quand même le dieu du trail. C'est lui qui développe les chaussures, mais à ses besoins. C'est-à-dire qu'il court médio avant-pied, quoi. C'est des coureurs de pointe de pied, les élites. Sauf qu'après, le mec, moi j'en ai vu, qui veulent les mêmes chaussures que Kilian, les Sens, tout ça. Tu vois, le gars, il fait 1m95, et puis tu cours comment? Et tu le vois courir sur le tapis. Tu as le talon, bam, bam, qui cogne. Alors tu dis, apprends à courir d'abord avant de... Ou prends des chaussures adaptées à ton style de course. Ah, mais c'est les Kilian, quoi. Et quand tu travailles ton spectacle, justement, on parle de besoin. Parce que moi, je peux parler que de sport et au bout d'un moment, le spectacle, je m'en fous. C'est hyper intéressant. Mais est-ce que toi, mais là où j'en venir, est-ce que tu t'adaptes aux besoins de tes spectateurs, de leurs envies, ou est-ce que tu te dis que ce que tu racontes, tu vois, on en parlait un peu avant le show, de écrire pour les gens en général pour leurs besoins personnels, ou écrire par rapport à ton expérience personnelle. La transposition, c'est si j'étais une boîte qui utilise l'élite pour fabriquer un produit, là c'est par exemple si j'avais écrit le spectacle le Sublime Sabotage, non pas pour tourner, pour le présenter au maximum de personnes, mais pour le jouer au Théâtre de l'Œuvre. Excusez-moi, le Théâtre de l'Œuvre, j'aime beaucoup votre lieu, mais justement, pour une certaine catégorie de population qui va au théâtre à 35 balles la place, etc., j'écrirais pas pareil. Et souvent, on me dit « Ah oui, c'est bien, mais c'est populaire ». Je dis « Bah oui, mais moi, je veux faire un spectacle qui va plaire au plus grand nombre et que je puisse aller jouer au rond-point ». Petit message. Comme dans une salle des fêtes avec des gens qui n'ont pas forcément les codes de l'intelligentsia, etc. Donc, j'essaye d'être le Décathlon du spectacle. C'est beau ça. C'est-à-dire, c'est à fond la rigole. Ça va être vraiment la phrase qu'on va mettre. Je vais être le Décathlon. Mais non, mais spectacle. Tu vois, à Décathlon, tu vois, moi, je prends vraiment les Eve Addict à 60 balles qui sont très bien pour faire un trail jusqu'à
jusqu'à 100 bornes même. Ouais. J'ai pas besoin d'une plus grosse accroche. Et surtout, j'ai pas besoin d'un matériel à 180 balles, tu vois. Et Decathlon, ils offrent ça. Et moi, tu vois des gens qui viennent, il nous faut du matos de sport. Tu vas là. Hein. Ah putain, il faut des nouveaux matos, on emmène la petite à la piscine, c'est là que tu vas. Et en même temps, le J'ai rien dit. Hein. En vrai, mais non, mais moi, pour ça, je suis fan. Souvent, on me dit, Decat. Si t'es d'accord ou pas d'accord, hésite pas. Decat, tout ça, c'est de la grande distribution. Je dis, j'en ai rien à foutre, moi. C'est des bons produits, pas chers parce qu'ils ont du gros volume ou qu'ils utilisent des enfants. Donc, ça, c'est très bien, les enfants. Mais non, mais sinon, ils n'ont pas d'activité. Les Chinois, ils seront sur tablette, au moins, là, tu vois. Ils font de l'activité manuelle. Et nous, c'est ça qui manque à nos gosses. C'est des blagues. Et je trouve ça super d'avoir ce double, enfin double même pas, parce que bon après oui, ils ont des élites aussi, donc. On parlait de Blandine tout à l'heure. Blandine, elle court avec les produits qui sont en vente dans les magasins. Bah oui, c'est pour ça que ça qui est intéressant en fait. Souvent, il y a ce distinguo, les chaussures on dit pas. Ouais, en fait, elle court avec, elle a été championne du monde avec. Et c'est ça que je trouve assez intéressant chez Decat, c'est que effectivement, beaucoup de gens y vont, et je crois que entre 70 et 80% des Français, ils vont au moins une fois par an. Donc, c'est-à-dire que c'est quand même hyper démocratique. Mais, c'est démocratique parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent, mais aussi parce que les produits sont sexy. Ouais, alors, en vrai, alors ça s'améliore beaucoup. Et moi, quand je vais à Decat pour acheter un truc, ça s'améliore Madame me dit, tu vas à Decat, mais elle est comme moi, il faut pas aller à Decat. En fait, il y a un effet... mais peut-être parce que moi je viens du sport, mais elle vient pas du sport, mais elle aime ça, elle aime bouger. Ma gonzesse, tu rentres dans des cadres, tu as besoin d'un bonnet de bain, et en même temps tu fais ah putain. Et alors et moi je vois un kayak gonflable, j'ai envie de faire du kayak. C'est que c'est en plus c'est l'appel de l'aventure ou du sport. Ça c'est le marketing. Il y a un art. Ça c'est le marketing. Il y a les arcs et les flèches et là à la sortie tu fais ah putain j'aimerais m'en acheter un, j'aimerais être Sport Billy, tu sais, tu te souviens de ce dessin animé avec le sac et t'as tout pour être bon. Et donc ça c'est bien vu, il y a un côté qui appelle l'aventure ou tu vois. Et par rapport à ça, moi ça m'appelle une notion la notion de sens, c'est-à-dire que quand j'entends ce que tu décris, c'est-à-dire qu'a priori, tu voulais pas du tout faire de kayak, tu n'y avais même pas pensé. Et le fait de voir un kayak, tu te dis putain, mais en fait, j'ai envie de faire du kayak. En fait, c'est bien de faire du kayak. Tu vois, c'est plutôt cool. Donc, en fait, quand moi, Decathlon m'a appelé pour. J'étais chez ASICS avant, ce qui est une boîte extrêmement respectable aussi. Mais quand Decathlon m'a appelé, en fait, j'ai trouvé vachement de sens dans cette entreprise. Parce que finalement, raconter des histoires au sens positif du terme pour inciter les gens à faire une pratique sportive, c'est génial en fait. Quand on fait du sport, on est en meilleure santé, donc on est plus heureux. Donc c'est cool en fait. Il peut y avoir d'autres entreprises où finalement les stimulations ou ce qu'on va véhiculer comme histoire, c'est beaucoup moins noble ou ça a peut-être moins de sens par rapport au bien-être de ces gens-là. Et donc moi j'adore les histoires. Enfin à chaque fois, en fait tout le monde me dit ça. C'est quand je vais chez Decat, je viens pour acheter un maillot de bain et je ressors avec 200 balles de trucs parce que j'ai acheté des haltères, des lunettes de je sais pas quoi, une montre de trucs. Parce qu'en fait, tout m'a donné envie. Mais finalement, quand c'est pour se bouger... Bon, après, en vrai, c'est cool. Après, ça s'oxyde dans le garage, les haltères, parce qu'une fois que tu les as, tu dis mais mon gars, t'as pas fait le principal en achetant ça. C'est ce que je raconte dans le dossard aussi. Mon coureur, il veut 6 mètres. Donc, il file... il dit, donc j'enlève les fringues de la ville et je me retrouve en lycra, machin, en tenue de sport. Je dis, et là, ça va changer. Puis en fait, non, parce qu'il faut s'entraîner. Ah merde, j'avais pas prévu. Il m'a pas dit ça, le vendeur. Il a dit, vous allez voir, c'est du super matos, ça, c'est les pompes, elles sont machin, hyper techno, donc il y met 180 balles. Il achète le collant à 400 balles, parce qu'il est hyper respirant, fait avec des poumons séchés de brebis au Brésil, tu vois. Et puis, il a 6000 balles de matos, quoi. Et ça, c'est ce qui se passe souvent. Et quand tu démarres, tu dis, oh, putain, je prends le matos, quoi. Après, il faut s'entraîner, il faut s'entraîner. Et c'est par rapport au truc qui rouille dans le garage, après, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en ce moment, ils développent vachement la tendance, mais qui va devenir une norme de la seconde main. En fait, ton matos, tu ne l'utilises plus. Aujourd'hui, on arrête de laisser les trucs dans le garage. Et c'est pas que Decat, c'est tous les distributeurs en France et d'ailleurs dans les autres pays sont en train de développer ces systèmes pour que, parce qu'on n'utilise plus, on puisse le remettre à disposition ou le revendre.
ne serait-ce que, ou à minima le recycler. Il y avait des initiatives autour du vélo, du ski, c'est vous qui aviez lancé, enfin c'est dans ces magasins-là que ça avait été lancé, ces premières, on va dire, initiatives de ramène ton vélo et prends-en un autre. Le trocathlon, exactement. Ça m'a rappelé des souvenirs incroyables, ça, le trocathlon. Ou des systèmes de location maintenant. C'est-à-dire qu'au lieu de t'acheter ton kayak qui coûte une certaine somme, en fait, tu te dis, en fait, je vais faire une semaine de kayak dans un mois, je vais le louer, tout simplement. Ça sert à rien forcément d'acheter un truc qui ensuite va rouiller. Bon, je sais pas si ça rouille un kayak, mais qui va traîner dans ton garage. Ça se pique. Ça se pique, mais après, c'est compliqué pour le regonfler. Mais justement, c'est intéressant, ça, en tant que directeur marketing, tu vois, toutes ces nouvelles façons de faire, le troc, tout ça. Est-ce que vous, c'est pas un problème pour vous parce que toi, ton but aussi, c'est de toujours créer, de toujours donner, de toujours développer de nouvelles envies, de nouveaux produits. Est-ce que cette idée de revenir un peu sur le troc, sur reprendre ses affaires, le pas jeter, ne pas changer Moi, mon objectif, j'ai qu'un objectif, et mes équipes aussi, c'est de gagner du pognon. Oh, pardon, coupez ça. Oups. En deux, ouais. Après, on va pas se mentir. Une entreprise, elle est là pour développer du chiffre d'affaires, faire du profit, etc. Bien sûr, il y a ça. Mais c'est pas du bullshit. C'est vraiment la. Et je pense que c'est même le succès de Decathlon, il vient de là. C'est que c'est l'humain et la pratique sportive des gens est au cœur du réacteur. En fait, c'est ça qu'on veut inciter les gens à lâcher leur canapé et puis regarder Netflix et aller sortez quoi. Enfin, sortez, bougez parce que c'est comme ça qu'on est heureux. Donc il y a, enfin en fait c'est cette seconde main, ce côté recyclable, etc. C'est juste d'autres moyens pour permettre pour faciliter l'accès au sport. Ouais. Puisque on n'est peut-être pas obligé de s'acheter du nouveau matos, on peut le louer. Ce qu'on sait acheter et qu'on n'utilise plus, au lieu de le foutre dans son garage, on peut le revendre. Et avec cet argent-là, on peut peut-être s'acheter un truc pour découvrir un nouveau sport. Maintenant, il n'y a pas que le produit. En plus, chez Decathlon, je ne vais pas faire la pub de la boîte, mais il y a aussi des services. Il y a des applications de coaching qui te donnent des programmes. Une fois que tu as pris, c'est pas 6 000 balles, mais une fois que tu t'es équipé pour faire du trail, et que tu sais pas trop par où t'y prendre, en fait, aujourd'hui, il y a plein de contenus sur les tablettes, les téléphones, qui te permettent de donner tes séquences d'entraînement, de gagner des points, d'avoir les conseils d'athlètes de haut niveau. Enfin, je trouve que les évolutions technologiques, elles apportent un truc hyper intéressant. D'accord. Tu parlais tout à l'heure de rendre sexy les produits et que vous partiez de très loin dans l'univers Decathlon. Dans ton spectacle, tu parles beaucoup de se réinventer, pas devenir ringard, qui est un des sujets qui sont abordés. Comment vous l'abordez chacun, on va dire, dans votre univers, ce côté genre je suis quelqu'un qui aime monter un spectacle qui est drôle et qui est passionnant, et comment est-ce que je refais un truc qui marche, ou je viens d'un univers qui était un petit peu que tu pourrais qualifier de désuet ou avec un marketing pas trop sexy encore, que j'essaie d'amener vers le sexy. Ces sujets-là, vous les regardez comment, vous les traitez comment chacun de votre côté? Moi, j'ai essayé d'apporter un côté sexy par le côté narration en direct, un peu d'accroche publique, intégrer le public. Et encore, je ne suis pas encore dans ce que je voulais, c'est-à-dire que le public, il colore l'histoire. Et que chaque soir, ce Sublime Sabotage est différent parce que le mec, il vient pour plaire au public. Et donc, moi, j'ai dit, tiens, je m'en vais faire une rando dans le Larzac. Hop, si le public n'est pas d'accord, ce sera ailleurs. En Norvège, ok, donc tu changes la couleur de ton histoire, qui est la même histoire. Ça, ce que j'aimerais faire, c'est que, par contre, en termes de marketing, moi, je suis nullissime. J'arrive pas à être sur les réseaux, à activer les réseaux. J'aimerais bien faire des vidéos, mais je veux pas faire de la merde. Et en termes de com, je ne sais pas vraiment donner envie, je crois, aux salles parisiennes, aux médias de venir voir. Oh, le mec, il a quoi, la quarantaine, machin. Il fait un one-man show, et bon, pop. Alors qu'aujourd'hui, pour être sexy, il faut être sur les réseaux. Mais après, même si t'es pas sexy, ce qui compte, c'est ton chiffre. C'est 200 000 followers. Bon, ok, on t'écoute. Donc ça, c'est un peu comme toujours. Hein. Maintenant, c'est avec cet outil-là. Mais non, je suis pas sûr de connaître la sexitude méthode. Nous, en fait, Decathlon a connu son succès parce que c'était en gros le meilleur rapport qualité-prix. C'est ça, c'est l'accessibilité du sport, c'est dans l'ADN de la boîte. Et c'est vachement bien, et ça, il ne faut absolument pas le perdre. Après, est-ce que pour autant,
C'est pas forcément le cas. Mais est-ce que pour autant, ça veut dire qu'il faut accepter d'avoir des couleurs de merde, être joli, et de pas... Alors qu'on a Nike ou d'autres marques beaucoup plus à la mode qui ont des égéries, des collaborations de dingue, qui, elles, ont des couleurs beaucoup plus attractives. Et en fait, souvent, les sportives ou les sportifs sont devant ce dilemme-là. C'est ce que je prends... comme on dit, plat du pied sécurité. Je vais chez Decathlon, je sais que je n'achèterai pas de la merde. Ça va être un très bon produit et en plus pas cher, c'est cool. Bon, après, c'est peut-être pas le design le plus foufou. En fait, ça, on veut plus qu'il y ait ce dilemme-là. Donc, on a réinvesti depuis pas mal d'années maintenant dans c'est vrai qu'il y avait design. des couleurs, il y avait des bleus clairs un peu moches, etc. C'était pas foufou. Et c'était pas grave. Je suis pas sûr que ce soit grave. En revanche, ça n'aide pas à aller peut-être chercher d'autres personnes. Et donc, on réinvestit beaucoup dans le design pour que le textile qui est développé soit fait avec les couleurs un peu plus à la mode. Donc, on a des gens qui sentent les couleurs qui vont être les couleurs chaudes de 2025, 2026, etc. Et pour qu'on arrive à anticiper ça. D'ailleurs, je vois, notamment dans le milieu du rap, aujourd'hui, il y a plein de gens qui s'habillent Decathlon. Et il y a une mode Decathlon qui est en train d'exister, de sortir chez les jeunes qui n'existaient pas. Lidl aussi, ils mettent les chaussettes et les baskets Lidl. Sûr. Vous êtes un peu le Lidl du sport, quoi, non Le Lidl des jeunes. Lidl. Ah, non. Ouais. C'est pas si on est... Ouais. Enfin, en fait, je pense que je le dirais dans l'autre sens, en vrai. Je pense que Lidl est en train de devenir un peu comme Decathlon. C'est un peu plus coolisé, ça s'est sexisé, un peu plus modernisé avec ses collabs, effectivement, avec les chaussures multicolores là, qui ont sorti. Alors qu'avant, c'était du hard discount. En fait, on allait chez Lidl parce que c'était le moins cher. La qualité, on s'en foutait un peu, c'était le moins cher. Et en fait, ils ont essayé de ramener un peu de qualité. Avec cette trouvaille aussi génialissime, c'est que tu vas pour faire tes courses de bouffe. Et puis que les allées centrales, tu as les objets du jardin à des prix défiant toute concurrence. J'avais jamais remarqué. Les jouets pour les gosses qui sont sympas en bois. C'est pareil, tu vas à Lidl, tu restes en périphérie, tu vas pas dans les allées centrales. C'est promis, mon amour. Puis tu ramènes, regarde, il y a un t-shirt pas de patrouille pour la petite. Et merde. Et ça, c'est un très bon, très bon point de vente. Et vous faites, avec les humoristes ou les rappeurs, des partenariats avec la... on est en train de... C'est quelque chose qu'on ne faisait pas beaucoup, mais qui est en train de se développer à fond. Ouais. Notamment, il y a une division sport style, lifestyle, bref, un peu plus sur la tendance, des fringues à connotation ou à inspiration sport, mais qui ne sont pas faites pour faire du sport. Et ça, c'est en train de se développer. Nike, notamment, fait beaucoup ça. Et en fait, Decathlon est en train de développer toute une catégorie là-dessus. Et ça passera par des collabs. Ça, c'est une certitude. Et là, sur le running, très récemment, au Marathon de Paris, on a sorti une collab avec la Fédé française de la loose. Alors, pour ceux qui connaissent, moi, je trouve ça absolument rigolo parce que c'est des fans de sport comme tout le monde, mais eux, ils prennent le second degré, la dérision pour en parler, ce qui est assez magique. Et on a fait un t-shirt de running avec eux, avec tous les codes du runner loser. Donc stratégiquement, on peut dire waouh, mais qu'est-ce que vous faites ? C'est pas du tout bénéfique pour l'image de marque. Mais ceux qui connaissent, ceux qui savent en fait. Ceux qui connaissent la Fédé de la loose connaissent ce second degré et cette dérision. C'est un pur carton. Donc de s'associer avec des gens qui partagent les mêmes valeurs que nous, ou qui ont d'ailleurs des valeurs que nous on n'a pas encore, qu'on a mais les gens ne savent pas qu'on l'a, ça nous permet de monter. Et je pense, je ne dis pas ça parce qu'on est là aujourd'hui, mais je suis persuadé, moi, que l'humour véhicule de l'émotion. J'avais proposé un partenariat. J'étais allé au siège et tout. C'est quoi un spectacle ? Attends, il fallait monter un dossier. Je ne suis pas là pour faire des dossiers, les gars. Vous savez qui je suis ? Non, on en reparlera. Non, j'aurais parlé du concept. Mais je monte un nouveau spectacle sur le sport. Un duo. On va dire, une petite comédie musicale de poche qui s'appelle Les Champions et qui raconte l'histoire d'un couple qui traverse tous les sports, mais en métaphore, tu vois. Tout ce qu'ils veulent, c'est gagner, cracher sur le 4e et avoir des survêtements gratos. Je vous raconterai, mais ça, alors là, si on avait un gros partenaire, alors là, avec un logo bleu. Avec un logo bleu. On prend tout, nous. Tu parles de l'autodérision et du coup, parler d'humour dans sa communication. C'est pas encore dans l'ADN, mais on va dire qu'il y a beaucoup de marques qui vont vers cet endroit-là en termes de communication. C'est hyper important. C'est une des bases de l'humour et du théâtre. Vous, c'est des codes que tu dis, vous essayez de vous approprier.
Toi, tu parles beaucoup d'autodérision également dans ton spectacle. C'est vrai que tu parles beaucoup de toi et à cette troisième personne. Donc, est-ce que c'est quelque chose auquel vous êtes associé, ou c'est quelque chose que vous souhaitez vous approprier, ou c'est quelque chose où vous y allez naturellement, quoi? Je dirais que c'est pas une stratégie, mais c'est une tactique qu'on a envie de saisir. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas un objectif, c'est un moyen. Ok. Pourquoi je dis ça? C'est parce que en fait, le sport, le mot est magique et génial, mais en fait, il y a plein de types de sports. Il y a le sport de très haut niveau où la performance est hyper importante, et il y a le sport beaucoup plus bien-être. Il y a le sport qu'on fait, c'est le simple prétexte d'être avec les potes le dimanche matin pour aller courir ou taper la balle, peu importe en fait. Chacun voit le sport à sa fenêtre. Mais on sait, en discutant avec les sportifs et en les observant, qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent des barrières, qui ont peur en fait. Qui se disent moi j'ai pas le niveau, j'y arriverai jamais, le trail ça me fait envie, le kayak ça me fait envie, tel truc ça me fait envie, mais je suis trop nul, je trouverai pas le temps, je sais pas. Et en fait ces gens-là, il faut qu'on leur raconte des histoires, faut qu'on leur ramène de l'émotion pour les rassurer, leur montrer que c'est possible. J'ai l'impression que tu parles de moi. Alors, j'allais parler des femmes en l'occurrence. Aujourd'hui en France, il y a 13 millions de personnes qui déclarent courir à minima occasionnellement. Et la bonne nouvelle, c'est que une personne sur deux est une femme. C'est globalement équilibré. La pratique du running est globalement équilibrée. Plus on se rapproche des courses où il faut aller prendre un dossard ou des marathons, etc., moins on voit de femmes. Marathon de Paris, c'est 30% de femmes, 70% d'hommes. Il n'y a aucune raison. Et quand on parle avec les femmes, en creusant un petit peu, en fait, on comprend qu'elles ont envie. Mais elles ont peur. Elles ont peur de ne pas être au niveau. Elles ont peur de... elles ont un certain nombre de peurs qui les bloquent. Ça, c'est insupportable. Donc, en fait, mais c'est pas que nous, c'est les organisateurs des courses, l'écosystème du sport, même la société entière, a besoin de trouver un moyen pour leur ramener cette petite émotion, cette petite étincelle qui va leur faire changer d'avis. Et alors, sans forcément que ce soit la solution, mais je pense que l'humour, la dérision, le fait de dédramatiser ou de ramener des choses qui peuvent faire peur à un niveau un peu plus facilement digérable, ça peut être une des cordes à l'arc qu'on devrait utiliser, quoi. Et après, il faut se méfier parce que c'est pas très tendance, j'ai envie de dire. Tu vois, l'aveu de la faiblesse, de l'échec dans le monde de l'entreprise. Il y a dans le monde du spectacle, de l'humour, il y a du faux. Ça veut dire, moi, je suis nul. Enfin, je ne vous citerai pas certains comiques qu'on voit, mais donc c'est un peu une tendance de dire, je suis vraiment le roi de la loose. Tu vois, t'écoutes sur France Inter le matin, c'est un peu cette tendance de dire, moi, je sais pas vous, mais bon, j'ai pas de mec, etc. Mais c'est un peu fake pour moi. Oui, bien sûr. Parce que d'aller taper sur ta vraie faille et de se mettre en autodérision, c'est ça qui est puissant, en fait, et qui va vraiment communiquer et tout le monde va se retrouver. Mais, tu vois, tous les commentaires, les réseaux, machin, en ce moment, le monde devient hyper premier degré là-dessus, du moins. Donc, ça peut être risqué aussi pour une boîte de dire « Tiens, on va travailler en autodérision parce que c'est évident que... » Ouais, mais la bêtise s'installe un peu partout. Méfie-toi. Méfie-toi d'être bien clair que c'est de l'autodérision. Alors, par exemple, la course à pied, il y a un truc de détente, en effet, beaucoup aujourd'hui, c'est on va faire les fun race, les trucs comme ça où on paye 55 balles pour faire 4 bornes dans la boue. Tu fais, là, il faut qu'il y ait de l'autodérision parce que sinon, tu te pends. Mais non, je peux pas. Mais le cyclisme, excusez-moi les cyclistes, mais putain, quand tu intègres un peloton un dimanche matin, l'autodérision et le côté, on est là, on rigole et... moi, putain, ça va virer à la baston. Une fois, j'ai intégré le triangle dans le bois de Vincennes. Je fais ah ouais, bon, tous les cyclistes ne sont pas comme ça. Et on n'était pas en prépa d'un critérium régional, pas du tout, même pas. Donc, l'autodérision, moi, je suis pour quand je fais des formations. Tu vois, le clown, c'est ça, c'est travailler sur toi pour dire au monde, regardez comme on est con. On est d'accord? Ouais. Et c'est touchy, en fait. C'est touchy et pourtant, je pense que c'est la vraie source du comics, de la vérité. Justement. Et de peut-être, justement, de rassurer aussi que tu as une boîte qui sont en autodérision. Je sais plus ce que j'avais vu une fois, une pub. Merde. Je m'étais dit, ça rassure. Il y a de la connerie derrière. Donc, tu peux faire confiance aux humains qui sont derrière cette boîte. Ouais. L'idée, c'est et tu vois, ça s'aide aussi. Sérieux sans se prendre au sérieux. Tu vois, pour dédramatiser un petit peu les choses. Après, je suis d'accord, l'autodérision, ça peut être... parfois, ça peut être dangereux. Mais souvent, ce que j'ai observé, c'est quand tu vois quelqu'un qui est comme toi,
qui a vécu qui était dans la même situation et qui, pour X ou Y raison, a passé le pas, enfin, tu vois, c'est lancé dans le truc et ça a marché, tu dis, bah, en gros, si eux ont réussi, pourquoi pas moi? Et donc, ça veut aussi dire que les emblèmes ou les icônes du sport, quand on les communique, qui sont souvent on montre les champions. Mais en fait, c'est aussi bien de montrer les gens, le commun des mortels, les gens qui sont comme nous, en montrant aussi ce qu'eux ont fait, parce que c'est génial. Enfin, quand j'étais chez ASICS, on avait la chance d'être partenaire du Marathon de Paris. Et vu qu'on était partenaire, on avait un bus à l'arrivée, une place VIP de dingue. La première année, je suis resté 3 heures à regarder les runners passer, finir leur marathon. Et j'avais les larmes aux yeux. Enfin, j'ai eu les larmes aux yeux pendant 3 heures. Parce qu'il y a des gens qui venaient de faire l'exploit de leur vie. Ils étaient fiers comme des pans. J'ai vu une déclaration, une demande en mariage. J'ai vu des papas ça, c'est et les des endorphines, c'est la connerie, ça. J'ai un pote à la fin du Tour des Géants. Il est là, Sébastien Labisse, si tu nous écoutes. Après ces 6 jours en montagne, qui dit « Je voudrais t'épouser ». Je t'ai fait baiser la gueule, évidemment. Mais oui, c'est plein d'émotions. Il vient de défoncer ce que je suis en train de dire. Mais c'est génial parce que c'est la meilleure preuve de ce qu'on vient de dire. C'est que, attention à l'humour. Enfin, l'humour, c'est génial, mais attention, faut pas casser le truc. Mais en même temps, c'est cool. D'ailleurs, en parlant d'autodérision, de failles dans le spectacle, je vais revenir un peu. Tu sais, tout à l'heure, tu nous as raconté un peu ton plus gros bide et ce que ça t'a apporté sur Fanta. C'est quoi, toi, ton plus gros bide et qu'est-ce que ça t'a apporté? Si tu as une anecdote autour de ça. Mon plus gros bide, c'était justement, j'étais en train d'essayer d'écrire le Dossard 512 et j'étais dans le doute et tout, et j'avais un rendez-vous à Villeneuve d'Ascq tous les mois, à la ferme du Pire, D-U-P-I-R-E en un mot, mais où j'ai connu le pire aussi, et je les salue, le festival du théâtre d'à côté, il faut y aller, c'est un super lieu, et la veille, je dis, c'est pas ça que je veux raconter, putain, je triche avec cette course, je m'en branle, moi je veux aller chercher les tripes, et je dégage toutes mes feuilles, je me fais une nouvelle trame. C'est ça. Et je vais avec ça demain. Oh putain, le tunnel. Il y avait des bonnes choses, mais en fait, j'étais tellement stressé que les gens, ils accrochent pas, ils comprennent pas, et moi je pars. Et tunnel de 50 minutes, pas un rire, rien. Et les gens, à la fin, bon. Le directeur, à la fin, il me fait, bon alors... On refait le Dossard la semaine prochaine. Je fais, ouais. T'as testé, bon, bah voilà. Je dis, putain, c'était violent, mais d'une violence abyssale. Donc, ça m'a permis de me dire, il faut préparer et il faut avoir confiance dans ton objet et il faut avoir plaisir surtout à transmettre l'objet. Parce que là, voilà ce que ça a pu apporter, mais ça apporte de la douleur et des cicatrices qui se referment pas forcément. Ah oui, bien sûr, aussi. Ça toujours. Ça n'apporte pas forcément grand-chose. C'est vraiment parce qu'il y a des parallèles encore là-dessus sur le monde de l'entreprise. Souvent, on a un projet, on avance, et j'en sais rien, 2 mois avant le lancement, on apprend que le concurrent, il a fait un truc un peu similaire. Et là, le réflexe, c'est de dire merde, putain, on change tout. On arrête tout. On arrête ou on change tout. En fait, on va plus faire bleu, on fait rouge parce que les autres ont déjà fait bleu, quoi. Et en fait, quand tu fais ça, tu te plantes complet parce que en fait, tu avais décidé de faire bleu en l'occurrence. Pour des raisons que tu avais pour des bonnes construites. raisons, parce que en fait, tu sais que c'est bleu qu'il faut faire. Et en fait, c'est juste que ton concurrent a eu aussi la même bonne idée. Il faut pas changer de. Faut pas changer son fusil d'épaule au dernier moment. Quoi. Un peu de discipline et pas être trop sensible aux autres. Mais après, les bides, les petits ou les gros en spectacle, par exemple, tu vois, ça, c'est du réajustement, comme on disait tout à l'heure. Ça te permet de dire, j'ai fait bleu. Je pensais que ça allait plus plaire que ça. Peut-être que c'est plus bleu clair. Tiens, vas-y, je rajoute, je le refais en bleu clair. Alors pourquoi ça leur plaît plus? Mais parce que moi aussi, et tu fais que des allers-retours en fait. Parce qu'au bout c'est de la communication. C'est eux qui ont raison, de toute façon. Oui. C'est ta cible. Tu es là pour le public, après sans faire ta petite catin non plus. Il y a parfois, ce qui m'énerve, c'est quand je vois des trucs où je vois des gens qui se prostituent, qui se renient presque en disant je m'en fous, ce que je veux c'est que le public il soit content. Ouais. Mais avec quoi donc le but c'est de trouver un lien entre un artiste ou un produit et puis les gens dire vous avez envie de ça, mais moi je vais pas vous donner que ce que vous avez envie de prendre, je vais vous donner ce que j'ai envie de donner. Ça me rappelle l'anecdote que je vous donnais quand on préparait cet échange. Au début de ma carrière, quand j'étais chez Nestlé, à la fin de l'année, il y avait les grands prix, donc c'était
Le prix de la meilleure pub, le prix du meilleur lancement, le prix du meilleur machin. Et il y avait le prix du meilleur échec. Ah oui. Alors, Nestlé, pareil, grosse boîte, de dire, voilà, j'ai le prix je suis le loser de l'année. C'est pas très ragoûtant. On se dit, ma carrière est morte si je faisais ça. Et en fait, ça avait extrêmement bien été marketé, en l'occurrence, parce qu'on disait, on incitait les gens à postuler pour ce truc-là, parce que Nestlé voyait une vraie valeur. Et l'idée, c'était de venir en disant, voilà, notre ambition, c'était de faire ça. Voilà la stratégie qu'on a déployée. Voilà ce qu'on a fait. Résultat dégueulasse. Et qu'est-ce qu'on a appris ? Et en fait, en partageant cet enseignement venant d'un échec à tout le monde, en fait, ça empêchait que les autres fassent exactement la même connerie que soi. Sauf que, humainement, tout le monde a tendance à taire son échec. Et en fait, on allait voir ce truc se dupliquer plein de fois, quoi. Et je trouvais ça hyper intéressant de changer le paradigme en encourageant les gens, quelque part, à s'exposer, quoi, et à admettre ses faiblesses. Comme dans Les Vertus de l'échec, c'est un bouquin de quelqu'un qui fait de la philosophie sur France Culture. Bon, vous retrouverez Vertus de l'échec. Et bien, il dit, t'es une boîte, tu veux monter ta boîte, tu vas aux USA. Et alors, vous avez fait quoi ? J'ai monté telle boîte, on a déposé le bilan. Après, j'ai monté telle boîte, ça n'a pas marché. J'ai monté telle boîte, et là, je viens faire un prêt pour monter une nouvelle boîte. Embauché. En France, on te dit, foutez de ma gueule ou quoi ? Vous en avez loupé 3, on va pas vous donner des sous pour louper la 4e. Et aux USA, apparemment, ils te disent, c'est bien, donc vous avez appris sur vos 3 échecs. Donc, vous n'allez pas recommencer les 3 mêmes échecs différents, parce qu'on voit, bon, c'est pas... Mais au moins, lui, il a vécu de l'échec. Tu vois, et c'est vachement... Tu dis, les Américains, tu pourrais dire, ah non, mon gars, c'est... Et c'est vraiment une façon de penser l'échec comme une étape, comme un outil. J'avais écouté une interview de Michael Jordan qui dit... Je crois que Michael Jordan, aujourd'hui, c'est le joueur qui a raté le plus grand nombre de paniers en NBA de sa carrière. Ah oui ? Il n'y a pas un mec pourquoi il en a raté plein ? Parce qu'il en a pris plein. Il en a pris plein, oui. Et en fait, donc, je sais plus, je crois que c'est 20 ou 28 000 paniers ratés, quoi. Et en fait, il expliquait qu'à chaque fois qu'il en ratait un, en gros, il se débriefait tout seul le soir pour comprendre où était son erreur. Et en fait, il disait que c'est tous ces paniers ratés qui l'ont rendu le meilleur joueur de tous les temps, quoi. Et c'est pour ça, dans le monde du spectacle, tu vois, souvent on dit, dès que tu parles, tu vois Franck Dubosc. J'ai croisé Franck Dubosc dans un festival. Putain, il se la pète, tu vois, ces trucs-là. Et moi, je pense, je les connais pas bien tous, mais les élites, je pense que c'est les gens les plus humbles. T'as l'humilité. Et l'humilité, c'est de dire... Et moi, je pense que je suis pas assez humble pour être dans le haut du panier. Je me dis, moi, je pense qu'au fond de moi, il y a un génie et que j'aimerais pas trop bosser parce que si je bosse, je vais me confronter au fait que j'en suis sûrement pas un. Et dans les spectacles, c'est un peu aussi ce que je raconte dans le sabotage, c'est que mon coco, si tu veux être en haut du panier, faut bosser. Et en bossant, tu vas te rendre compte qu'il faut bosser. Et quand tu écoutes Franck Dubosc raconter comment il écrit, c'est un bosseur de dingue. Et donc, tu es obligé d'affronter le fait que tu n'es pas parfait. Donc, c'est des gens humbles. Et tu les vois. Et quand tu vois Nadal parler, tu vois, Dubosc, c'est pas le Nadal de l'humour, mais si, en fait. C'est des mecs qui durent depuis 30 ans, quoi. Hein. Il est gaucher. Non, mais il a des tocs. Mais voilà, faut forcément l'humilité et un peu d'autodérision et ne pas se croire le meilleur du monde. Donc, tu les vois après, ils sont auréolés de gloire, mais par nous, en fait. Juste pour... parce qu'on arrive bientôt à la fin de cet échange qui est génial. Moi, je pourrais rester des heures avec vous, c'est pas la question. On parle beaucoup de travail sur soi-même, réflexion autour de l'échec, les sujets sur lesquels on travaille et que les gens ne voient pas. C'est une petite question que j'avais envie de vous poser à tous les deux. Je te laisserai réfléchir, Yoann, parce que je l'avais déjà donné à Arnaud. Qui était, quel est le truc sur lequel vous avez le plus bossé, qui est invisible aux yeux du grand public, des gens qui travaillent autour de vous, de vos proches peut-être, de vos amis, mais qui pour vous est une de vos plus grandes forces, qui est soit venue de vos échecs, soit de vos expériences personnelles. C'est quoi votre truc à vous que personne ne voit, mais qui est pour vous une immense force ? Effectivement, tu me l'avais dit. Je ne sais pas si j'ai bossé dessus, en vrai. Mais je pense que ma, entre guillemets, plus grande force, c'est un mix de sensibilité et de capacité à relier les points. En fait, c'est un de mes anciens collègues de chez ASICS qui se reconnaîtra. Quand je suis parti, il m'a dit en fait, il y a un truc de fou chez toi, Arnaud, c'est que parfois on discute avec toi et
Et en fait, tu prends un élément qu'on vient de te dire, tu le connectes avec un truc que tu as lu il y a une semaine et un chiffre dont tu te rappelles il y a 6 mois, et tu les mets ensemble. Et en fait, ça fait un truc génial, un peu comme des morceaux de Lego qui avaient a priori rien à voir. Et hop, toi, tu les réunis. Et de ça naît quelque chose de nouveau, un peu inattendu. Et en fait, ça nous fait avancer. Je pense que j'ai un peu ce truc-là. Donc ça nécessite vachement de curiosité, d'ouverture d'esprit, d'humilité aussi, enfin j'espère. Et la sensibilité doit nourrir ce truc-là. Je pense que c'est voilà, mon super pouvoir, entre guillemets, c'est ça. C'est oui. Comme sur les petits journaux qu'on avait pendant les vacances, là où il y avait les points qu'il fallait relier. Ouais. Sauf que là, on était guidés. Ben, moi, j'ai pas les numéros et j'arrive à tracer des trucs et générer des formes avec des petits points qu'on me donne. Et toi ? C'est exactement la même chose. Non, mais c'est marrant parce que moi, j'ai toujours rêvé de faire dans le publicitaire pour vraiment la conception, rédaction. Tu vois, ça m'a toujours fasciné quand je voyais Bec BD qui racontait ses années publicitaires. Je fais, le métier de qui tu viens, c'est quoi votre produit, c'est quoi, comment, quel site, machin. Donc, tac, 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 imaginaire. Tiens, vous voulez vendre un saucisson, on va pas aller dans le monde du saucisson, on va aller dans le monde de la pelouse. Pourquoi ? Bah, attendez, on cherche, elle est là, elle est à l'épaule, machin. Bon, bref. Mais moi, ce que j'ai acquis en travaillant mes spectacles, en travaillant certains aussi pour l'entreprise, tout ça, écrire vite, écrire des structures, semi-improviser, l'impro, c'est la disponibilité et de pouvoir connecter à la fois l'instant avec des trucs prévus, donc tu vois, deux temps, à la fois du petit, du grand, du machin. Et donc dans mon jeu, moi ce que les gens voient pas quand je joue, c'est que il y a un roseau, une sorte de ninja qui essaye d'être bien là, présent, mais derrière ça fait, il y a l'usine, il y a machin, il y a plein de trucs, ça fait bam, 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 et que toi tu vas me voir comme ça, bonjour, bam, bam, et que si je te repère, et je vois François Civil dans le public, tu vois. Et bon, il y a tout mon cerveau qui fait « Ok, on a un sosie de François Civil, qu'est-ce qu'on fait ?» Tac, tac, pendant que moi, je suis en train de dérouler l'histoire. Toi, tu sais pas que je vais te niquer parce qu'au bout d'un moment, je vais faire « Bam, bam !» C'est ça que j'ai développé, à la fois la disponibilité grâce à l'impro et le travail en mind map. Voilà, je vois, si tu viens dans mon bureau quand j'écris, c'est vraiment du mind map tout le temps. Et parfois, tu vois, me dis « Ok, il est prêt ton spectacle ?» Je dis « Non, mais là, je peux y aller par contre. Ouais. » Et je vais sur scène avec cette mind map. Heureusement, on était bien cachés, on était un peu au fond avec Derek mercredi soir. Ah oui. Ouais, mais non, t'as vu, j'y vais au fond. Ouais, hein. en oui. plus, tu vas au La fond. chance. Bon. Donc, et en fait, c'est ça que j'ai développé, moi, en travaillant comme ça. C'est de relier des points. Ouais. Ok. Ben, merci beaucoup, en tout cas. Merci C'était à tous les deux vous, pour le temps que c'était vous avez super passé avec intéressant, nous. passionnant. C'était vraiment un Vraiment. super échange. On a passé un excellent moment. Et puis, c'était le podcast Ovation pour le 7e épisode. Exactement. Je vous remercie énormément. Ouais, merci beaucoup. Merci à vous. Pour votre temps, votre disponibilité. C'est un plaisir. Ah, évidemment. Et puis, on va aller attraper les trains. Et puis, on vous tiendra au courant pour notre prochain partenariat. Bon, c'était canon. Au revoir.